Donc c'est un surcot qui est fendu sur les côtés, encore un surcot, qui est doublé et bordé de fourrure. Alors, attention avec le terme fourrure, quand vous le rencontrez dans un texte médiéval, fourrure ça veut dire doublure. C'est-à-dire que votre fourrure, elle peut très bien être en soie. Hein, mais elle peut aussi très souvent être en fourrure. On a un corset féminin qui apparaît au premier quart du XIVe siècle. Donc pareil, qui est une robe qui est relativement longue et étroite, avec des manches très amples et ne dépassant pas le coude. Mais la particularité du corset féminin, c'est qu'il est fendu sur les côtés. Donc ça, c'est une des rares représentations de vêtements féminins fendus sur les côtés qu'on puisse avoir. Est-ce que ça, c'est un corset? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Donc on n'a pas vraiment de... On n'arrive pas à trouver d'images qui correspondent à la description qu'on en a trouvée dans les textes. Alors, XIVe siècle sur la fin, la robe continue à exister, elle va passer, on va trouver d'autres noms, le surcot deviendra la cotte hardie. Donc on a la cotte simple qui est le vêtement de dessous, qu'on voit là et là, en bleu, et la cotte hardie qui est ce vêtement qui est au-dessus, qui laisse voir les manches en dessous. Vous voyez aussi une évolution de la mode, on est passé à tout à fait autre chose. Donc la mode XIIIe siècle qui était une mode très ample, qui succédait à la mode XIIe qui était une mode serrée sur le torse, la mode XIVe siècle redevient une mode très très ample. Voilà, et donc ça va finir par disparaître. On garde le surcot. Le surcot, qu'on appelle la porte d'enfer, donc je répète, c'est vraiment une appellation, on ne sait pas d'où ça vient, c'est une appellation qu'on trouve dans différentes langues, mais on ne sait pas quand c'est apparu. On parle de fenêtre d'enfer, je dois bientôt finir, c'est bon. On parle de fenêtre d'enfer déjà au XIIe siècle pour le fait de voir la peau à travers le bliot. Et donc là, tout d'un coup, on appelle ça surcot à porte d'enfer, c'est un vêtement de cérémonie. Ce n'est pas un vêtement qu'on porte tous les jours. Là d'ailleurs, il est porté sur une reine de France. Ce n'est pas du tout le vêtement courant. Quand vous voyez très souvent en fête médiévale des personnes, des femmes qui ont un surcot très très échancré, qui sont paysannes, des choses comme ça, c'est une aberration complète. Là c'est vraiment le vêtement de cérémonie. Et là c'est la sonnerie pour dire qu'il faut finir. Alors, donc sinon c'est remplacé par la houppelande. Donc ça c'est le vêtement qu'on trouvera au croisement du XIVe siècle, entre XIVe et XVe siècle. Ensuite, une aberration de langage, la gonelle. La gonelle est souvent interprétée comme ce qu'elle porte sur la tête. J'arrive. Et en fait, c'est une robe, la gonelle. Alors, je fais vite les coiffes, très très vite. La coiffe dont on ne sait absolument pas le nom. Le touré, appelé touré maintenant. On ne sait absolument pas comment ça s'appelait au Moyen-Âge. Alors ça, c'est le gros mystère. Pareil pour la barbette, ce sont des termes qui apparaissent mais beaucoup plus loin, beaucoup plus tard. Donc la barbette, c'est ce qu'elle a sur le menton, donc on peut peut-être éventuellement l'appeler mentonnière. Un gros problème, c'est ce terme de toile. Alors, c'est la coiffe qu'elle porte sur la tête, donc qui est une espèce de torchon noué. Et effectivement, toile, si vous prenez toute la littérature médiévale et d'autres textes, ça va de la coiffe au torchon, en passant par la nappe et la serviette. Donc ça peut être n'importe quel bout de tissu qui est mis sur la tête, et parfois dans certains textes, il est là, dans les textes littéraires, il est là pour éviter la répétition du mot voile. Donc du coup, est-ce que ce turban est vraiment une toile, est-ce qu'il a vraiment existé? Ça c'est aussi un autre gros problème. La guimpe, donc ce qui est là, au XIVe siècle, la guimpe couvre le cou. Au XIIIe siècle, pareil, la guimpe, on la voit sur la tête. C'est aussi vu dans les textes littéraires comme étant un terme qui permet d'éviter la répétition du mot voile. Donc ça se met sur la tête. Donc là, pareil, encore un problème. Donc une autre guimpe 14e. Sainte Brigitte, donc, que vous pourrez voir si vous voulez apprendre à y faire. Donc la Sainte Brigitte, qu'on appelle comme ça, c'est une convention très récente, très récente, qui est apparue depuis l'étude de cette coiffe, qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. Donc la pièce archéologique est supposée avoir appartenu à Sainte Brigitte, une sainte du XIVe siècle, mais on la trouve déjà au XIIIe siècle, c'est la coiffe de base. Très vite. Le cal, donc c'est l'équivalent de la Sainte Brigitte pour homme. Donc noué sous le menton. C'est bon, c'est fini. Hop. Et le vêtement emblématique du Moyen-Âge qu'on trouve sur les fêtes médiévales des Mérovingiens
au XVe siècle, qui est le chaperon, qui en fait est un vêtement à la base de paysans et de marins, qui devient un vêtement pour les nobles au XIIIe siècle. Vers le milieu du XIIIe siècle, ça commence à devenir un vêtement pour les nobles. Et alors les nobles se l'accaparent complètement, puisqu'ils vont finir par vous l'entortiller, passer la tête, la partie qu'on appelle la visagière, donc par laquelle le visage apparaît, devient la tête. En fait, est passé sur la tête, c'est entortillé comme c'est pas permis, comme vous voyez sur le duc de Bourgogne en fait. Et la bande de tissu, donc qui s'appelle le liri, je ne sais plus le nom exact, avec plein de syllabes, est passé comme ça, en petit foulard, pareil, voilà, je n'ai pas fait exprès, mais bon. Donc, avec tout ça, vous voyez que le problème du costume médiéval, c'est qu'on se trouve avec énormément de termes et très très peu en fait de certitude. Je vous ai épargné tout ce qui est lié aux couleurs et aussi aux vêtements partis. Donc on a des termes dont on sait à quoi ils correspondent, des termes qu'on utilise vraiment par convention et des termes qu'on utilise comme le chasse à mauvais escient. Voilà, donc si vous avez des questions. Je sais pas, donc c'était si clair que ça, ce que j'ai dit. Je sais pas, sinon si vous voulez je peux revenir sur de façon un peu plus détaillée sur les coiffes. Oui. Vous disiez que montrer sa taille, c'était pas bien du tout. Oui. Alors les fenêtres d'enfer ou les portes d'enfer, c'est vraiment un vêtement exceptionnel. Oui, mais ça montre. Oui, justement, ça fait partie des paradoxes. C'est-à-dire que c'est... Oui, c'est... Bon, si on prend le surcot qu'on porte tous les jours, à cette époque-là, donc à l'époque on ne doit pas montrer sa taille, c'est un surcot qui s'arrête là. Oui, quand même. Voilà. Avant 1250, on en a qui vont jusque-là. 1250, on commence à avoir une recrudescence des sermons contre le fait de montrer la taille. Les surcots à porte d'enfer, c'est 14e siècle. 14e siècle, la mode, enfin même deuxième moitié du 14e siècle, la mode a déjà changé. Donc le décolleté est déjà apparu, il apparaît déjà au XIIIe siècle, on a très très peu de représentations, ça explose vers 1320. Donc le décolleté apparaît vraiment en Europe vers 1320, et forcément qu'on a un décolleté, tout le torse suit, et la robe s'évase à partir de la taille. Tout le costume suit cette mode-là, donc là forcément les curés, ils vont trouver un autre truc pour râler. Ils vont râler après les boutons. Voilà, donc ils trouveront toujours quelque chose. Donc là, du coup, montrer sa taille devient moins gênant. Mais le surcot à porte d'enfer, donc qui est vraiment un vêtement qu'on porte très rarement, et dans les très très grandes occasions, joue un petit peu avec le cachet montré. Voilà, il y a un petit jeu de séduction aussi avec ce vêtement-là. Ça a aussi une influence, je me souviens d'avoir vu une ceinture du XIVe siècle qui avait une longueur, mais extraordinaire. Je me suis dit, mais la femme, c'est pas possible, elle devait faire 2,20 m. Parce que je sais pas, c'était à peu près aussi long que moi jusqu'au sol. Mais en fait, c'est tout simplement parce que le musée avait tenu compte de cette ceinture comme si elle était à la taille. En fait, c'est une ceinture qui se met sur les hanches. La ceinture porte d'enfer se met beaucoup plus sur les hanches, et ça c'est une mode aussi qu'on trouve également pour hommes au XIVe siècle. Donc à partir du moment où vous passez de ce tour de taille-là au tour de hanche, c'est plus du tout la même longueur. Donc forcément, la ceinture sera nettement moins longue. Donc il faut tenir compte aussi de ce genre de choses-là. Il faut voir quelle partie du corps on met en valeur avec la ceinture. Et là vraiment, XIIIe siècle, on ne montre pas trop sa taille, surtout deuxième moitié. XIVe siècle, là au contraire, on passe d'un extrême à l'autre. C'est vraiment, à partir du moment où le phénomène de mode apparaît, où il est clairement identifié, c'est-à-dire le XIIe siècle, on voit toutes les successions. Un poussé ample, un poussé là, un poussé étroit, voilà, un poussé ample, un poussé étroit. Après c'est de nouveau ample. On a vraiment les jeux comme ça de dents de scie. Hein. Et ça se succède tout le temps, quoi, en fait. Ensuite. Je sais pas, tout est clair. J'ai une petite question par rapport au corset. Vous avez parlé là de la chemise longue, un peu fendue, qu'on ne sait pas trop, et après ça se perd ou il reste tout le temps le corset jusqu'à ce qu'on... Le corset après devient une robe, ça devient un autre nom pour la robe. Et ensuite, le terme corset réapparaît au XIXe siècle, mais pour désigner tout à fait autre chose. D'ailleurs, le corset
victorien, enfin le corset 19e siècle plutôt en général, parce que c'est pas seulement victorien, a eu une influence sur Viollet-le-Duc, c'est-à-dire qu'il a mal interprété certains costumes du XIIe siècle. Ce costume du XIIe siècle, justement, on revient sur la ceinture. Sur certaines œuvres, la ceinture est croisée comme ça, donc on a la ceinture qui passe sous les seins, qui est croisée dans le dos et qui revient sur le bas-ventre. Et Viollet-le-Duc a interprété ça comme un corset. Donc si vous allez par exemple à Notre-Dame de Paris, vous avez une statue 19e, je crois que c'est le portail de droite, où vous avez, donc une statue faite sous les indications de Viollet-le-Duc, où vous avez une femme qui porte un corset, en plus de ça un très beau corset alvéolé, mais on voit tout de suite que c'est 19e grâce à ça. Donc c'est vraiment le problème aussi qu'on a dès qu'on bosse dans le costume médiéval, c'est de virer de notre tête tout ce qu'on sait sur le costume actuel. Il faut faire un vide complet et essayer de se remettre, ça c'est la condition sine qua non si on veut comprendre quelque chose au costume médiéval, c'est essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. Donc c'est limite faire de l'ethnologie. Donc penser comme on pensait à 700 ans, il y a 700 ans, comme on pensait il y a 800 ans, pour comprendre le but du costume. Le costume est quelque chose qui n'est absolument pas neutre. Déjà de nos jours c'est pas neutre, mais au Moyen-Âge c'est primordial, c'est ce qui vous permet de savoir à qui vous avez affaire. L'expression « l'habit ne fait pas le moine » n'a aucun sens au Moyen-Âge. Au contraire, l'habit fait tout. Pour avoir l'équivalent actuel qu'on utilise très souvent, d'ailleurs c'est assez marrant parce que différentes écoles utilisent toujours la même image, pour comprendre à quel point le costume est important, visuellement, extérieurement, c'est la voiture. C'est-à-dire que maintenant la voiture est considérée comme un reflet de votre personnalité, de votre statut social, de votre, même si vous avez des originalités, ça peut se vendre dans la voiture, vous mettez un autocollant viril dessus, c'est bon tout de suite. Le costume, c'est exactement ça. C'est le moyen de savoir, de montrer ce qu'on est, de montrer sa richesse, de montrer ses idées. Donc c'est pour ça que le costume médiéval ne doit vraiment pas être traité à la légère. C'est un élément fondamental de la société médiévale. Voilà. Donc il y a vraiment une période dans l'histoire où le mot disparaît. Le mot, le corset, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à la Renaissance. Il faudrait voir avec des spécialistes du XVIe siècle. Je ne sais pas si Sébastien sera là ou... Enfin, Sébastien sera là, donc si vous réussissez à attraper Sébastien, vous lui demandez. Mais ça change complètement de sens. Voilà, donc ça c'est le problème. Moi je m'arrête 1500, hein, donc après il faut passer. Je ne vais pas prétendre avoir des connaissances sur des siècles où... Sébastien, je s'appelle comment? Voilà. Question, vas-y. Je sais pas, c'est l'heure de finir? Non, ça va, on a encore un peu de temps, encore 5 minutes si vous voulez. Il y a d'autres manifestations en rapport avec le Moyen-Âge prévues sur le week-end? Oui, il y a d'autres manifestations. Oui. Donc, si vous voulez apprendre à faire une coiffe de Sainte-Brigitte, entre autres, vous pouvez y aller demain après-midi. Ah, la pub bien placée. Donc, il y a un atelier pour apprendre à faire la coiffe de Sainte-Brigitte. Attends, j'y arrive. J'essaie de la remonter. Hop. Voilà, pour apprendre à faire cette coiffe qui est très très pratique. Si vous faites du 13e, 14e, c'est pratiquement obligatoire d'en avoir une. Sinon, je fais encore une conférence demain après-midi aussi, sur le costume 13e siècle, sur s'habiller au 13e siècle, avec démonstration d'un costume 13e siècle, comment on s'habillait exactement. Et il y a quelques autres petites choses aussi qui peuvent être très intéressantes. Voilà. Oui, à part Bliot, il y avait d'autres vêtements qui étaient lacés ou pas en fait parce que... Il y a peut-être un vêtement qu'on appelle la sœur Quenie, qui est cité dans le roman de la Rose, qui passe, mais là ça passerait plutôt dans les vêtements, ce serait peut-être une espèce de dégénérescence du Bliot qui passe dans le vêtement paysan. D'accord. Voilà. Ça continuerait à exister un petit peu au XIIIe siècle, mais le problème c'est qu'on est toujours, on dépend des images qui sont mises à notre disposition, donc les curés n'aiment pas ça. Ce sont eux les principaux commanditaires. Donc un vêtement qui peut être séduisant, une chose comme ça, ça ne va pas passer. Ça a fini par passer au XIIe siècle, mais ça a dû passer en force en fait. Hein. Oui. Donc tout reste ample, après c'est pas ajusté en fait. Au XIIe siècle, non, c'est très rarement ajusté. Sauf certaines œuvres justement. C'est les débuts du décolleté, donc dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. On a quelques œuvres. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve des traces écrites en France. On n'a pas d'image en France. On trouve une trace écrite en 1320. C'est supposé arriver en 1320 en Italie.
En 1320, on aurait déjà une allusion d'un religieux anglais contre ça. Donc le temps que ça parte du centre de l'Italie au nord de l'Angleterre, en un an, ça paraît quand même assez difficile. Là où c'est intéressant, c'est au niveau des œuvres d'art, c'est que les œuvres d'art sont localisées dans deux régions. C'est soit la région rhénane, où on a 2-3 exemples, hein, pas plus, hein, attention, hein, ça va pas plus loin, soit la région de l'Aquila, en Italie. Ce sont les seules régions qui vont vous montrer des décolletés avant 1320. Et on a une loi florentine de 1310 qui oblige les femmes à être habillées jusque-là. Donc si on oblige les femmes à être habillées jusque-là, c'est qu'elles avaient tendance à être un petit peu plus décolletées. Donc l'histoire du décolleté qui arrive en 1320, ça, on sait que c'est faux. On a très peu de sources. Je crois qu'au total, je suis arrivée à 10, mais en fait c'est 9,5 parce que la 10e, c'est une source qui a été restaurée au 19e siècle. Il y a vraiment une très très grosse intervention dessus. Donc est-ce que le décolleté a fait partie de l'intervention abusive ou pas? Ça c'est le gros mystère. Donc on est à 9 sources sûres de décolleté. En comptant la littérature, les textes de loi, donc la littérature de fiction, les textes de loi et les images. Donc ça fait pas beaucoup. Donc 5 œuvres d'art quand même. Ça fait 4 textes et 5 œuvres d'art. Donc 6 si on compte l'abusive. Voilà. C'est bon? Oui? Je laisse la place au suivant. Merci. Merci.